Merci. Bon, fait que je vais commencer ça assez rapidement parce que je pense qu'on est tard un peu. Dans le fond, je pense que tout le monde connaît Occupation Double un peu. C'est une télé-réalité. Dans le fond, 14... Oups. Ah, mon Dieu, je suis pas assez... Bon, fait que c'est 14 candidats, 7 gars, 7 filles, qu'on enferme dans 2 maisons, puis qui sont filmés 24 heures sur 24. La saison dernière, la saison 5 qui vient de se terminer, on avait 39 caméras réparties dans les 2 maisons. On avait un mélange de caméras Elmo, c'est-à-dire des petites caméras cachées, ou presque cachées, là, des stick cam qui étaient fixes. Il y avait des caméras robotisées qui pouvaient se déplacer gauche-droite, des pan and tilt. Il y avait aussi des caméras sur PED qui pouvaient monter et descendre. Puis on avait aussi une caméra sur rail qui pouvait se déplacer gauche-droite. Et on avait aussi 2 caméras à l'épaule qui étaient... il y avait des caméramans qui venaient lors des activités plus précises, dans le fond, qui étaient déjà préparées, comme les soupers, des choses comme ça, les éliminations. En tout, ça nous faisait 39 caméras qui étaient réparties sur 2 flux dans la régie. Donc, on avait 2 aiguilleurs, 2 flux qui pouvaient soit suivre la même activité simultanément, un qui était le programme finalement et l'autre qui était à titre d'ISO, ou 2 activités complètement différentes, les filles qui sont à l'extérieur puis les gars qui sont dans leur chambre ou dans le gym. C'est ça, sur 2 flux. C'est 24 heures sur 24. Il y avait toujours un flux 24 heures sur 24 parce qu'en télé-réalité, on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer, quand est-ce que la chicane va pogner, quand est-ce qu'il va se passer quelque chose d'intéressant. Puis c'est aussi à force de filmer pendant 24 heures, ça nous donne notre matériel pour créer le contenu de nos émissions qui sont pas vraiment scénarisées, qu'on construit. On construit les histoires au montage, finalement. On ne construit pas les histoires avant de les tourner. Là, on prépare des activités, mais on ne sait jamais comment ça va tourner. L'année passée, c'était 77 jours de production, sans arrêt, 24 heures sur 24. Ça tournait du jour 1 au jour 77. On a eu, vous avez peut-être entendu parler, on a eu des problèmes juridiques, il a fallu qu'on déménage. Fait que c'est sûr qu'on a eu des journées un peu avec des blackouts, mais on a eu de la caméra VL, puis on a eu des caméras portatives pour continuer quand même à filmer le tout. Ce qui nous a donné à peu près 3000 heures de tournage qu'on a capté en DVC Pro 50, la totalité sur cassette. Ce qui fait une masse assez importante de médias qu'on n'a pas le choix de conserver parce que dans ces émissions-là, il y a toujours des questions de flashback, de références, de best-of, on se rappelle, puis quand ils s'en vont, il y a des petits ralentis, puis tout ça. On a toujours besoin de conserver les médias de tout ce qui se passe, même quand ils dorment. On a sorti la saison dernière 11 émissions d'1 heure et demie, qui étaient le jeudi. Oui, le jeudi, je ne me rappelle même plus. Parce que l'autre année d'avant, c'était le dimanche, mais 8 émissions d'1 heure 30 et 19 quotidiennes, mardi, mercredi, qui étaient des 30 minutes. Donc, à chaque semaine, on produisait l'équivalent de 2 heures et demie de matériel qui allait en ondes à partir de ce qu'on captait. Et on avait une moyenne de code d'écoute d'à peu près 1,7 million de téléspectateurs par émission pour ce qui est l'heure et demie. On a même atteint 2,1 millions, je pense, c'est-tu 2,1 millions avec notre finale puis tout ça. Puis les 30 minutes, c'était à peu près 1,3, 1,4 millions. En gros, c'est ça. Lorsqu'on a 39 caméras qui rentrent j'aborderai pas trop le côté captation parce que c'était pas mon département, je m'occupais plus de la post-prod, mais on avait 39 caméras qui rentraient dans 2 switchers qui étaient aiguillés et on avait des feeds qui arrivaient en post-prod. On avait, à cause du budget quand même assez restreint pour capter ce show-là, on n'est pas allé avec une solution tapeless, ce qui était vraiment tentant, mais on avait l'avantage qu'à TVA, ils nous fournissaient des cassettes, ce qui fait que quand tu ne payes pas les cassettes, tu n'iras pas t'acheter des disques durs pour remplacer des cassettes que tu ne payes pas. Fait qu'on est quand même resté avec des cassettes qui est quand même un médium solide, qui coûte quand même pas cher, puis qui est efficace. Fait qu'on avait 4 mags qui enregistraient les 2 flux. On avait 2 flux FG, pas nécessairement FEIGA, mais FG pour flux 1 et flux 2, qui étaient en overlap. Donc, deux
2 magnétoscopes qui enregistraient exactement, qui recevaient exactement le même flux, et les 2 autres, la même chose, le G. 2 pour le F, 2 pour le G, qui fonctionnaient en overlap pour ne pas avoir à perdre. On ne pouvait pas perdre 1 minute pour le changement de cassette. Donc, quand une cassette était sur le bord de finir, on partait l'autre, puis on l'arrêtait. Puis comme ça, on faisait une boucle qui nous permettait d'être 24 heures sur 24. Un flux fonctionnait 24 heures sur 24 tout le temps, pendant 77 jours. L'autre flux, c'était pendant, quand le monde dorme, un moment donné, on n'est pas obligé de virer fou puis de les filmer à 2 Kodak. Fait que, on avait un flux qui fonctionnait seulement le jour, puis l'autre flux qui fonctionnait tout le temps. Les sorties de ces mags-là étaient envoyées dans des IO HD comme celui qui est devant, qui nous servait à digitaliser, dans le fond, le signal pour qu'il soit numérisé dans des laptops, dans des portables et enregistré sur des disques durs. Fait que la numérisation se faisait en temps réel, en DVC Pro 50, nativement, par le IO HD, enregistré sur des disques. À chaque heure, on partait une session. En partant une cassette, on partait une NUM, on partait 1 heure de numérisation. Et une fois que l'heure était finie, on arrêtait le clip. Donc, chacun de nos clips, dans le fond, était référencé à une cassette. C'était au lieu de perdre 1 heure à la fin pour renumériser la cassette était déjà numérisée théoriquement. Une fois que ça s'était fait, c'est là qu'on avait le DVC Pro 50 qui est quand même assez pesant, qui est 25 gigs de l'heure. Si vous regardez à peu près pour 3000 heures de captation, je pense que j'aurais eu des disques durs à plus savoir comment faire. Là. Ça aurait été trop pesant. Fait qu'on a décidé d'aller avec une solution. On compressait notre média en RT. Le RT, si vous regardez, qui est la première ligne en haut, qui nous donne à peu près 2 gigs de l'heure, comparé au DVC Pro 50 qui est à 25 gigs de l'heure, 21, là, il est un petit peu plus pesant que le MJPEG, là, il est à 25 gigs de l'heure, c'est sûr et certain que c'est le quart de la résolution, c'est beaucoup moins de qualité, mais on a une source de référence audio qui est la même que le DVC Pro 50, fait qu'on peut déjà mixer avant même d'être en ligne. Puis, c'est que ça nous donne un support qui est facilement transférable dans chacune de nos salles de montage et qui ne demande pas une infrastructure trop pesante. Parce qu'à Occupation Double, il faut dire que les salles de montage, c'est du camping. On fait du montage en camping. Ils construisent des maisons, ils mettent des candidats dedans, puis ils mettent les salles de montage dans le sous-sol. Fait qu'en gros, on n'a pas nécessairement l'infrastructure. On ne peut pas implanter une infrastructure de fibre optique, de SAN, de LAN, puis qu'on va troubleshooter pendant 3 mois avant de commencer pour que ça soit fiable. Il faut que ce soit quelque chose qui rentre rapidement puis qui sorte rapidement. Fait que, puis qui soit facilement troubleshootable, facilement remplaçable si jamais il y a un bug ou quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'on y va avec le RT, qui se transfère super bien. Puis aussi, on avait aussi des exigences aussi des réalisateurs, des fois, qui voulaient monter de chez eux. Alors là, ils partaient avec un disque externe. Avec du RT, c'est beaucoup plus facile de jamais rien oublier. Tu lui donnes tout. Quand il s'en va chez eux, il part avec toute la saison. S'il veut faire le flashback qu'il veut, il peut bien. Il n'est pas tout le temps en train de faire renumériser des tapes et tout. On a toujours accès à nos médias et on est capable de les visionner. Ouais. Est-ce que tout le monde est familier avec faire un montage offline et un montage online? C'est ça. En gros, pour faire la distinction entre les deux, le montage offline, c'est si, admettons, les participants ils s'en vont dans le spa, ils sont dans le spa pendant 4 heures, puis ils jasent de tout puis de rien. Les 4 heures ne sont pas nécessairement intéressantes. Nous, ce qu'on va mettre en ondes, c'est peut-être un 4 minutes. On va faire un montage de 4 minutes. Le monteur offline, lui, commence avec une timeline de 4 heures, avec tout ce qui s'est passé dans le spa, et il va faire son 4 minutes. Il coupe dans le contenu. Il fait son offline, dans le fond, il fait des choix de contenu, il met sa musique, il fait des choses comme ça. Ensuite, c'est envoyé au online, puis au online, c'est là qu'on va packager, dans le fond, le topo. On l'insère dans le show, on le reconnecte en haute résolution, on fait la correction couleur, on met les super, on fait le mix audio, toute la poutine pour que ça soit beau à la TV. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, on prépare... Ouais. Non, c'est ça. Là, en gros, je numérisais toujours en DV50. De base, tout ce qui rentrait dans la machine était en DV50. Là, j'avais aussi 2 postes de numérisation différés parce qu'il y avait des tournages, ils s'en vont au spa ou dès qu'ils sortaient des maisons, c'était tourné avec des caméras VL. Donc, quand ils revenaient avec les cassettes, on numérisait les cassettes directement. On numérisait toujours tout en DV50 parce qu'on avait besoin d'une référence DV50 et on ne voulait pas avoir de renumérisation à faire
parce qu'en télé-réalité, vu que le deadline, plus les jours avancent, plus le deadline est serré, souvent on livrait les shows 2-3 heures avant la mise en onde, on ne voulait pas se donner le problème de renumériser. Fait qu'une fois que c'était numérisé en DVC Pro 50, j'avais fait un petit droplet dans le compressor qui nous permettait de transformer, de faire une copie du même média, mais en RT. Fait une fois que la numérisation était terminée, les assistants monteurs faisaient juste faire ils prenaient le clip, ils le droppaient sur le petit droplet dans le compresseur, qui faisait automatiquement une copie identique du clip, mais en RT, en basse résolution. Ça prenait à peu près 12 minutes sur des portables, c'est-à-dire des MacBook Pro dual-cœur 2.4. Hein? Pour 1 heure de média DVC Pro 50, le transformer en RT, ça prenait à peu près 8 à 12 minutes sur des disques Firewire. Non, pas Firewire, excusez, en SATA. On avait des petites cartes SATA Firmtech branchées sur un disque externe en SATA. Fait que là, on avait 12 minutes. Fait que donc, après qu'une activité soit terminée, le temps que l'assistant fasse sa compression RT et envoie le RT, bien, après ça, ton RT pèse 2 gigs. Fait que l'envoyer par réseau, ça prend 25 secondes. On pouvait commencer à monter à peu près 15 minutes après la fin de l'activité, ce qui était quand même assez... on était assez près du montage, le final c'est ça. On avait un downtime pas très, très, très élevé. Fait qu'on se retrouve à ce moment-là avec 2 fichiers, un fichier en DVC Pro 50 et un fichier en RT, qui sont identiques, sauf de poids. On envoie les RT dans les salles offline pour que les montages et les réalisateurs fassent du contenu, et on envoie le DVC Pro 50 dans les salles online pour le online, pour la correction de couleur, puis tout ça. À partir de là, les deux types de salles sont un peu différentes. J'avais un serveur et un backup qui était, dans le fond, le cœur de tout l'archivage. Ce n'était pas un serveur comme on va voir, comme on pense un serveur en informatique. C'est plus une station de travail. C'est la station de travail principale des assistants. Dans cet ordinateur-là, il y a la saison intégrale en basse résolution, en RT, de Occupation Double. Donc, si jamais un réalisateur dit « j'ai besoin d'une shot, j'ai besoin d'un insert, j'ai besoin d'un visuel, j'ai besoin d'une shot de quand sont allés se baigner », bien, il va dans le serveur et il a accès à tous les médias. Il peut aller chercher la cote qu'il veut, puis il l'insère dans son montage, il n'y a pas de problème. Puis, hein? Non, c'est un Mac Pro avec 4 disques durs d'1.5 TB. That's it. Fait que c'était vraiment en interne, en RAID 0. Non, c'était pas en RAID 0 parce que je voulais pas risquer de perdre mon RAID au complet si un disque meurt. Mais c'était, dans le fond, c'était les 4 drives, puis quand il y en a un qui est plein, tu passes à l'autre, tu passes à l'autre, tu passes à l'autre. Puis on avait un backup externe qui s'en allait dans un autre bureau, au cas où on se fasse voler ou passer au feu ou inondation, n'importe quoi. Il y avait un deuxième disque qui s'en allait dans une autre, dans les roulottes de production, là, dans d'autres bureaux. Et j'avais un ordinateur backup qui pouvait remplacer n'importe quelle de mes salles de montage. Au cas où une était défectueuse, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, l'écran ne marche plus, n'importe quoi, quelque chose ne va pas bien, il y a un ordinateur de backup qui est dans le fond une copie du serveur. Parce que le serveur étant l'ordinateur la plus importante, parce qu'elle contient tout. Nos salles de montage offline, dans le fond, c'était assez simple. C'est un iMac 24 pouces avec un disque externe en Firewire 800 qui contient l'équivalent de, c'était 4 semaines de médias. Fait qu'on avait quand même, chaque monteur avait les 4 dernières semaines de ce qui s'était passé dans les maisons pour pouvoir faire leur montage, leur flashback, puis dans le fond, monter. On avait 5 salles de montage offline comme ça. C'est sûr que ce n'est pas super évolué. On pense peut-être à des Mac Pro, tout ça, mais c'est une puissance qui n'est pas nécessaire quand on travaille avec du RT. Puis, c'est surtout, pour du offline, la qualité est tellement pas bonne, dans le fond, de ce que tu regardes. Fait que tu fais comme, je pourrais avoir un écran de 30 pouces, mais ça serait juste 30 pouces de pas beau. Fait que, ultimement, je sais pas. Oups. Ça, c'est mes. Ensuite, on passait aux salles online. Les salles online, c'était un petit peu plus intense, mais encore là, toujours, c'était pas une solution qui arrachait tout, là. On avait vraiment, c'était un Mac Pro régulier avec 8 TB de storage externe en multilane InfiniBand, avec toujours des batteries backup, puis un écran 24 pouces. Dans cette salle-là, on faisait l'assemblage du show. On ramassait tous les topos qui avaient été faits, toutes les activités puis les montages qui avaient été faits dans les salles offline et c'était mis bout à bout pour faire un show de 30 minutes ou 1 heure et demie.
correction couleur, approbation, etc. Et c'est là qu'on était en DVC Pro 50. Oui. Mais fallait-tu rechercher directement sur les ruban? Non, parce que c'est là, ma numérisation était faite en DVC Pro 50, ensuite était transformée en RT. Mon RT allait dans mes salles offline, mon DVC Pro 50 allait dans mes salles online. Le tape que là, c'est juste la partie, Oui, c'est l'output. C'est le mag qui sert à l'output. Ou, ben, les seuls moments, vu que mes salles étaient équipées de 8 TB, j'avais 8 TB dans chacune de mes salles, je pouvais contenir à peu près une semaine et demie en DVC Pro 50 de matériel. Fait que je gardais, puis vu que, ben, comment c'était disposé l'horaire des diffusions, on avait besoin d'à peu près une semaine et demie de médias, fait que je rentrais dans mes médias. Si on avait des flashbacks qui dataient de plus qu'une semaine et demie, là, il fallait renumériser à partir des cassettes. Puis de là venaient les cassettes qu'on gardait, qu'on conservait, mais qui servaient uniquement au flashback. On n'en avait pas tant que ça. Ce n'était pas la grosse partie du travail des assistants. C'était vraiment là, ciblé comme insert. Puis de toute façon, rendu là, on avait du temps. On numérisait peut-être 3-4 minutes par show de contenu. On allait rechercher 3-4 minutes sur une dizaine de cassettes maximum par épisode. Fait que c'était pas le gros du travail. Là. Fait que on avait du temps. Et comme les salles offline et les salles online ont exactement le même média, mais pas dans la même qualité, tu prends ta séquence que tu as fini de monter, tu la transfères sur une clé USB ou en réseau dans la salle online. Quand tu ouvres Final Cut, il te demande de reconnecter. Tu pointes vers tes médias qui sont en DV50, puis le montage est là. Il n'y a rien qui a changé, tout est pareil, sauf que tu es en haute résolution. Fait qu'enfin, tu as un show que tu es capable de regarder, puis tu reconnais le monde, finalement. Fait que, donc là, c'est en salle online qu'on faisait justement la correction de couleur, le packaging, on mixait le son, on s'assurait qu'on rentrait dans les temps. On faisait, on rentrait dans les temps. Là, Si tu gardais juste une semaine et demie arrière. Oui, en DVC Pro 50. Si tu avais un montage qui reculait 5 semaines en arrière, tu refaisais une capture? Oui, je refaisais une capture, mais habituellement, vu que c'était à la semaine, puis qu'il y avait des votes du public, puis tout ça, ça suivait vraiment le cours normal à la vie. Fait qu'un topo, une activité qui était tournée cette semaine-là, qui n'était pas diffusée dans la semaine qui suit, habituellement était rarement diffusée, point, ou si on le savait, qu'il disait « Ah oui, ça, on va le remettre la semaine prochaine », sauf que vu que c'est le public, vu qu'on ne savait pas nécessairement qui allait être éliminé, c'est toujours un risque de garder un topo. Tu dis, j'ai fait une activité avec ces deux personnes-là. S'il y en a une qui part, bien, si tu ne l'as pas mis en ondes, si tu ne l'as pas diffusé, bien, ton topo, il ne sert à rien. Fait que tu as filmé pour rien, tu as monté pour rien. Fait que, habituellement, on gardait rarement les topos très, très longs. Ça ne nous est pas arrivé souvent d'avoir un topo qu'on a monté, puis qu'on a gardé, qu'on a réussi à reploguer un moment donné, une couple de semaines plus tard. Fait que c'est ça. Fait qu'on avait des mags en DVC Pro 50 pour faire l'output parce qu'on faisait la livraison des shows sur cassette DVC Pro 50 à TVA. En gros, c'est l'arborescence du réseau. Fait que dans le fond, je vous ai montré chacune des étapes séparément tantôt. Fait qu'on avait l'ingest qui est en haut à gauche. C'était l'ingest. Tout le monde était relié en gigabit, en réseau gigabit. Donc, il n'y avait pas de fibre optique parce qu'on n'avait pas, l'infrastructure ne le permettait pas. Les iMac, de toute façon, on ne peut pas brancher les iMac en fibre optique, puis des choses comme ça. Puis, pour le transfert qu'on avait à faire dans les iMac, le gigabit était très, 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 très suffisant, fournissait vraiment à la demande du transfert parce que c'est des clips de 2 gigs que tu as transférés. Fait que ça te prenait peut-être 1 minute, 2 minutes pour transférer une activité d'1 heure. Fait que même si c'est une activité qui dure 4 heures, tu dis à ton monteur, ben va prendre un café, il revient, c'est fait. T'sais. Fait que c'est plus du côté online où c'était un peu plus pesant, mais à Occupation Double, on ne dormait pas souvent. Vous demanderez à François Dumoulin, qui n'est pas ici ce soir. On ne dormait pas souvent, mais les 3-4 heures qu'on dormait, ça donnait le temps aux assistants de transférer dans les salles online le média qu'on avait besoin pour le show qui s'en venait. À ça, on rajoute aussi des voyages. Ah oui, je sais. Ben, tu m'as dit qu'il y avait deux flots, deux switchés. Oui. Avais-tu l'ISO aussi en plus? Ben non, c'est ça. C'est qu'il y a 39 caméras, 2 flux. C'est soit 2 activités différentes ou une activité et l'ISO. Le deuxième flux, ben, les 2 flux ont accès les 2 flux ont accès à toutes les caméras. Fait que tu pourrais puncher même la même caméra sur les 2 flux, puis avoir sur les mags en haut, les 4 mags en haut à gauche, là, tu pourrais numériser toute la même chose. Mais habituellement, c'est comme sur un souper, une élimination, une délibération, la bouteille, c'est les activités que, si vous avez écouté l'émission, vous connaissez. Là.
ben là, on avait un flux principal qui était le programme, puis le deuxième flux qui était en ISO qui donne une deuxième shot, un insert, le wide shot ou n'importe quoi. Nous, on numérise les deux. Dans la tâche des assistants, c'était de synchroniser les deux clips qui sont au timecode, fait que la synchronisation est assez simple. On synchronisait, puis les monteurs pouvaient choisir un plan ou l'autre. Mais il y avait ce qui se passait dans les maisons ou dans la cour ou dans l'univers contrôlé d'occupation double, il n'y avait pas, il y avait jamais de il y avait rare, ben, je pense que c'est jamais arrivé, il n'y avait jamais de VL qui nous arrivait avec une cassette. T'sais. Peut-être une entrevue, mais ça n'avait pas à être synché. Ou une activité quand ils partent, là, il y avait une caméra dans l'auto qui les attendait, qui avait une cassette. Là. Mais sinon, c'est ça. Oui, bien, c'est ça. L'année passée, on a eu une troisième maison là, qui était comme un punch. On a eu une troisième maison qui, là, elle était physiquement trop loin des deux maisons d'occupation double. Donc, eux autres, ils étaient sur magnétoscope, ils enregistraient, ils nous amenaient des cassettes qu'on numérisait dans nos deux postes qui sont en haut à droite, qui sont nos postes de numérisation VL qu'on appelait, qui servaient à numériser tout ce qui nous arrivait sur cassette. À ça, on rajoute aussi les voyages. Il y a eu un voyage par semaine dans des destinations exotiques à l'extérieur du pays. Ça, c'est un contrat qui a été donné en totalité à un pigiste qui était réalisateur-monteur, qui, lui, allait tourner avec une équipe de tournage, il allait tourner ses topos et faisait sa numérisation. Une partie de sa numérisation était faite là-bas, dans le fond, pour sauver du temps, parce qu'on était tout le temps sur le deadline tellement serré que avant de partir, mettons s'il s'en allait en France, avant de repartir de la France, il numérisait ses entrevues. Il les mettait sur un pocket drive qui n'a pas besoin d'alimentation, un pocket drive Firewire. Et dans l'avion, on pouvait commencer à monter. Quand il arrivait à Montréal, il droppait ses cassettes de tournage aux assistants qui, dans la nuit, numérisaient, faisaient une copie, gardaient une copie dans nos salles et une copie sur le disque externe qui partait. Et le lendemain matin, lui, il allait se coucher. Le lendemain matin, il y a un runner qui allait y porter, un courrier qui allait y porter son disque externe. Il faisait son montage et il y avait seulement qu'à nous envoyer des timelines par courriel, par email. Il nous envoyait ses montages qu'on pouvait approuver, nous, en faisant juste un reconnect. Fait qu'en gros, le but de ce workflow-là, c'est d'avoir le moins de renumérisation possible, d'avoir juste à reconnecter. À chaque fois qu'on passe d'une salle à l'autre, on reconnecte. Quand on passe d'un endroit à l'autre, ce qui nous permettait aussi, on avait un réalisateur qui voulait approuver de chez lui, partait avec les disques, il partait avec un disque externe, il y avait 3 ou 4 semaines de montage, on faisait juste y envoyer. Au lieu d'y envoyer un movie MPEG-4, qui regarde puis il fait « j'aime ça, j'aime pas ça, à tel timing, change une shot », il pouvait faire les changements lui-même. Moi, aujourd'hui, les réalisateurs de plus en plus montent sur Final Cut, fait qu'il était capable de faire ses corrections lui-même, il savait, il nous renvoyait ça par courriel, puis on pouvait tout de suite toujours mettre à jour notre line-up de show, puis toujours fournir nos monteurs. Oui? C'est quoi la plus grosse peur d'un breakdown? Bien, en gros, comme c'est c'était-là, on a 5 salles de montage offline avec, dans chacune des salles, tout est pareil. C'est pas une redondance en RAID 5, c'est une redondance un peu plus comme, c'est même pas un RAID 1, c'est dans le fond, c'est la salle, toutes les salles sont redondantes. Fait que il y avait 5 salles, il y avait 5 salles de montage en bas, 5 salles de montage sont toutes identiques. Fait que ton monteur ne peut pas dire « Ah, j'aime mieux cette salle-là, elle marche mieux que l'autre » ou « Ah, j'ai pas mes médias dans telle salle ou dans telle salle ». Toutes les salles sont pareilles. Il y a une salle qui brise, tu te lèves, tu changes de salle, puis tu continues à monter. Les salles online, même chose. S'il y en a une qui pogne, il y a un macro qui pogne en feu, bien, tu changes de salle, puis tu continues à monter. Tu fais juste reconnecter, puis tu continues toujours à monter. Puis, on a un ordinateur de backup. Les laptops, même chose. S'il y a un ordinateur qui arrête de numériser, bien, il y en a toujours un qui est un backup. Tout est un backup de tout, dans le fond. Puis l'ordinateur en haut, qui est l'ordinateur backup, qui est l'ordinateur qui peut remplacer n'importe laquelle au cas où là, on a un problème on a trop d'employés ou là, on peut prendre cet ordinateur-là, le mettre à n'importe quel des maillons de la chaîne, puis il va faire la job pendant qu'on répare, achète, fait réparer ce qui est brisé, dans le fond. Je pense que les plus gros problèmes, c'est panne de courant. Parce que chacune des salles est sur batterie, mais à un moment donné, il n'y a pas de courant, Là. Quand tu as une autonomie de 12 minutes, tu peux pas tout un show. Là. Puis de toute façon, c'est assumé. Mais encore là, c'est tellement un setup qui est facilement déplaçable. Un iMac avec un disque externe, une souris et un clavier, là, tu pars avec ça, puis tu t'en vas chez vous, puis tu continues à monter. Là.
Je veux dire, on n'était pas vraiment... on n'aurait même pas eu besoin d'avoir un camion génératrice. Ça aurait été plus long à attendre qu'ils s'en viennent, qu'ils se patchent, puis tout, que de prendre les machines, de s'en aller ailleurs, puis de continuer à monter, ou même s'en venir à TVA, puis continuer à monter le choix à TVA. Puis ça aurait été faisable. Parce qu'on l'a fait, parce qu'on a été évincés lors de la saison. On a eu des petits problèmes avec la justice, les voisins. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a dû déménager la post-production. Et dans la nuit, on a tout râpé les salles de montage. On les a déménagées à TVA. On a tout remonté les salles de montage. Et là, un matin, à 8 heures, tout était fonctionnel. Puis les monteurs, ils ont juste punché à TVA au lieu de puncher à Terrebonne. Fait qu'en gros, c'était un peu le bon côté de cette solution-là aussi. Fait que je vais vous montrer un peu des photos, vite. C'était un peu le look de la régie, mais vu que ce n'est pas mon département, là, je peux vous dire, au mur, vous avez le video wall avec les 39 caméras. Vous avez au premier plan les pan and tilt et le CCU, c'est-à-dire à gauche, la personne qui s'occupait des caméras robotisées, de faire déplacer les caméras, de les bouger, et à droite, c'était pour la correction couleur, bien, dans le fond, le CCU. Puis à l'avant-plan, on ne les voit pas vraiment, on voit un derrière de tête. C'est l'aiguilleur, les deux aiguilleurs et le réalisateur qui pouvaient choisir, sélectionner n'importe quelle des caméras, puis qui est envoyé. Dans le fond, ce que vous voyez, c'est les deux flux. Le gros écran en plein centre, c'est le flux 1, c'est le programme, dans le fond, c'est le flux principal. Puis on a un deuxième flux qui est une de ces petites images-là, qui était la caméra, dans le fond, le flux secondaire. En post-production, quand on rentre en post-production, quand je dis que c'est du camping, c'est une maison qui a été construite pour occupation double. Fait que quand on est rentré, ce qu'ils nous ont demandé, c'est où si tu veux tes murs. Fait que c'est quand même assez intéressant, puis c'est le fun parce que tu t'assois devant un plan d'architecte puis tu dessines des murs. Sauf que quand tu arrives, ça ne veut pas dire que c'est fini. Là. On avait quand même des trous dans les murs, puis quand tu as une extension à passer, bien, tu prends un tournevis, tu fais un trou dans le mur, tu passes ton extension, parce que c'est tous des murs non permanents. C'est pour ça que ça a l'air un peu bric-brac, mais ça dure 3 mois. Après 3 mois, ils défont les murs puis ils vendent la maison à quelqu'un. Il ne faut pas non plus que ça soit trop permanent. Il ne veut pas se retrouver avec 14 pièces grandes comme un garde-robe dans leur sous-sol. Fait que vous voyez là, dans la photo au centre, c'est les postes de capture. Il y a les I.O. qui sont empilés avec la tablette au centre, que c'est les mags, avec les ordinateurs qui marchent en alternance. Ah oui, j'ai oublié de dire, j'ai utilisé un I.O. HD. C'est sûr, sur ces mags-là, les AG93, il y a des sorties FireWire. On aurait pu numériser théoriquement directement, prendre la sortie FireWire du mag, le rentrer dans un Mac, avec Final Cut, faire la numérisation, mais Final Cut ne le permet pas. Parce que le timecode qui passe, nous, on a besoin d'une référence timecode pour pouvoir synchroniser nos cassettes ou vouloir renumériser un moment donné. Final Cut ne te permet pas de recevoir un timecode qui... dans le fond, qui n'existe pas finalement. Là, parce que c'est ça, il arrive d'un lien externe. Lui, ce qu'il va essayer de faire, c'est qu'il va essayer de... Final Cut essaie toujours de prendre contrôle du mag. Fait que quand tu fasses un Capture Now ou un Log and Capture, il va toujours essayer de se recuer. Puis, on ne veut pas que Final Cut prenne contrôle du mag parce que le mag est en train d'enregistrer en temps réel ce qui se passe. Fait que s'il fait stop, bien, on vient, c'est pas super pratique. Puis, si tu te mets en Capture Now, dans Final Cut, tu n'as pas de timecode. Final Cut ne prend pas en compte le timecode. Fait que c'est ça, il commence toujours à zéro. Fait qu'il va toujours falloir aller changer ton timecode pour te resyncer. Parce que même si tu veux partir deux captures en même temps, tu ne seras jamais vraiment sync. Fait que c'est pour ça qu'on est allé avec le I.O. HD et le logiciel VTR Exchange qui vient avec le I.O. HD, qui était une des moult solutions de capture qui existent. Mais j'ai utilisé celle-là parce que c'est une qui... un I.O. HD, c'est beau. Et deuxièmement, ça peut resservir dans la vie. C'est pas comme il y a des solutions qui existent qui sont purement logicielles, mais qui sont pour de la capture, de l'ingest. Si jamais comme mes I.O. HD, les I.O. HD qu'on a là, c'est une carte. Dans le fond, c'est une Kona 3, mais dans un boîtier externe. Là. On peut s'en servir pour faire des outputs ou faire des autres affaires. Le logiciel, pour le rapport qualité-prix du I.O. HD est assez difficile à battre. On a à l'avant-plan... Ouais, c'est notre mascotte qu'on avait. Parce qu'après 77 jours dans un demi-sous-sol à Terrebonne, on a besoin d'amis, surtout la nuit, quand il y a juste un assistant et des candidats qui dorment. Fait qu'en gros, ça, c'est le setup de numérisation.
On a les postes des assistants avec les deux iMac qui sont la numérisation VL, tout ce qui vient de l'extérieur, et l'ordinateur serveur. On est très, très, très limité dans l'espace. J'avais un espace peut-être grand comme ici pour faire 5 salles offline, 2 salles online, un poste d'assistant, une cordeau, mon bureau, le directeur technique, un bout de son. Fait que l'espace est assez limité. Là. On n'a pas de la place pour avoir des gros ordis. On n'a même pas de place pour avoir tous les 3 claviers pour 3 ordis. Fait qu'il y avait un switcher de clavier. Parce qu'à un moment donné, comme tu passes ton temps à tasser les claviers. Les salles online, encore une fois, c'est un peu bric-brac. On est isolé avec de la crête d'œuf pour le son. C'est super high-tech. Ça a l'air un peu... c'est pas fini, là, mais c'est encore là juste pour 75 jours. Fait que c'est pas... Mais ce que ça nous permet, par exemple, ça nous permet d'écrire ces murs. C'est toujours le fun. Ce qui nous a permis... Ça, c'est une salle offline. Ce qui nous a permis de donner des indications aux assistants monteurs et aux monteurs online, Flicker Filter, Broadcast Safe, puis ça nous permettait de pouvoir déconner un peu et d'avoir un mur des citations. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Dans la majorité des téléréalités que j'ai faites, il y a toujours eu un mur des citations. Les plus drôles citations, les choses les plus niaiseuses qu'on entend, on les écrit, c'est toujours drôle. Après ça, tu as remémoré que les niaiseries qui se sont dites finalement. Fait que... En gros, c'est ça. Hein? Comment? Outré? Ah, je sais. Ah. Oui. Il y avait pas... on n'avait pas assez de temps pour faire le montage, un mix audio dans les normes, tu sais, exporter un OMF, envoyer ça dans un Pro Tools ou dans un Soundtrack. Donc, c'était plus une égalisation sonore qui se faisait directement dans Final Cut. Fait qu'il y avait vraiment juste une égalisation sonore avec des keyframes. Quand on avait de la difficulté avec des clips du genre, ils sont dans un spa puis il y a le moteur ou ils sont dans un véhicule ou tout ça, là, on exportait vraiment des séquences puis on les envoyait les faire traiter dans un studio de son ou on essayait de les faire directement dans Soundtrack. Mais dans l'horaire type, on avait l'élimination, on avait le tiers de notre émission qui était tourné 2 jours avant la mise en onde. Le souper d'élimination était le mardi, l'émission était en ondes le jeudi soir. Fait qu'on avait, sur 1h30, on avait à peu près 20-25 minutes de contenu à monter, onliner, insérer, couper. On avait à peu près 1 journée et demie pour le faire. Donc, puis il y avait toujours des changements, puis il y a des changements dans le timing. On n'avait pas, si tu fais un OMF, il faut que ton show soit barré. Parce que si tu te remets à couper, à trimer dans ton show, ton OMF ne suit plus. Fait qu'on n'avait pas le temps de l'envoyer à l'extérieur. Fait que c'était vraiment fait simultanément. Dans une salle, on color correctait, dans l'autre salle, on mixait, puis après ça, on faisait juste merger la vidéo d'un, le son de l'autre, puis on s'assurait que la sync suivait. C'était beaucoup plus rapide, puis on ne perdait pas trop de temps de ce côté-là. Oui? Comment on établit dans un cas comme ça, il va y avoir aussi un roulement de gens qui ne trouvent pas les 70 secondes. Comment on établit une méthode de travail qui va faire que tout le monde va se comprendre dans ça? Bien, c'est ça. Dans Occupation Double, bien, moi, c'est toujours la base. T'sais, à la base, les assistants qui vont justement s'assurer que tu pars correct. Fait que c'est vraiment une question de bien nommer les clips, bien nommer les médias, bien nommer les projets, puis aussi de s'assurer que toutes les salles sont pareilles. Fait que en ayant toutes les salles pareilles, puis les gens qui ont travaillé sur cette prod-là n'ont pas vraiment le choix de s'adapter à une façon de travailler. C'était la cinquième saison d'Occupation Double. C'est sûr que c'est un workflow qui a évolué dans le temps, puis qui s'est peaufiné, puis qui s'est raffiné, puis qui a quand même très bien fonctionné. Je ne sais pas si je peux vous montrer, dans le fond, c'est vraiment une question de comment on va nommer les clips, comment on va nommer les projets, puis après ça, de juste pas se mélanger. On avait... Hein? Oui, c'est ça. Moi, j'avais une genre de bible, là. Dans le fond, comment faire un DVD, comment faire une séquence, comment faire un projet. Comment nommer les clips, ça appartenait plus aux archives, parce qu'il y a un système d'archivage. Il y avait des filles qui... Bien, il y avait des filles. Bon, c'était toutes des filles, là. Il n'y avait pas de gars qui tapaient, mais en tout cas, il y a des gens qui tapaient mot à mot, genre tout ce qui se disait, puis tout ce qui se faisait dans les maisons 24 heures... Bien, pas 24 heures sur 24, mais quand il y avait de l'action, ils tapaient.
Fait que eux autres s'occupaient plus de la nomenclature des cassettes. On avait 2 flux, donc FG. Nos cassettes étaient appelées FG. Après ça, il y avait 2 numéros pour la journée, 01, 02, 03, 04, et la session. Vu qu'on avait 24 heures dans une journée, c'est des cassettes d'1 heure. Session 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 24. Fait que ça nous faisait des codes de cassettes assez simples à suivre. FG 01, 24, mettons, pour minuit. Fait que de ce côté-là, c'était assez simple. Puis la nomenclature des projets, je peux vous montrer vite comment je... C'était celle-là? Oui. Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. La nomenclature des projets, vous l'avez ici, je ne sais pas si vous voyez. En gros, c'est une nomenclature que j'essaie d'appliquer sur tous les projets sur lesquels je travaille. Là, présentement, je suis sur La Collection, qui est une télé-réalité de mode qui va être diffusée à TVA au mois de mai-juin. J'emploie la même nomenclature. Sur Star Academy en 2005, quand je l'ai fait, c'était aussi la même nomenclature, qui est une façon de faire, là, je peux vous donner, dans le fond, c'est un peu ce que j'ai dit, la formation de mes assistants que je faisais. C'est, vous avez ODV, qui est Occupation Double 5, qui est le nom de votre projet. Là, moi, je suis sur La Collection, c'est COL. Ensuite, on a 01, qui est la semaine, parce qu'on marche par semaine ou par show, dans le fond. Parce que à Occupation Double, il y avait une bouteille par semaine, un souper, délibération, élimination. Un moment donné, élimination, il faut savoir c'est quelle semaine. Fait que ODV 01 pour la semaine ou le show. Zoote-Granby étant l'activité, que ce soit Zoote-Granby, SPA ou n'importe quoi. Ensuite, on a offline pour savoir à quelle étape on est rendu dans le montage. Ça pouvait être soit, ici on l'a ici, ça pouvait être soit sync, qui est le projet sync que les assistants préparent pour le monteur. Si l'activité a duré 6 heures, l'assistant s'assure que tout le matériel est à l'intérieur, que ce qui a à être synché, parce que ça a été tourné à 2 caméras, est synché. Si tout est prêt, il prépare le projet sync. Le monteur offline qui arrive dans sa salle, il a son projet sync, il ouvre son projet, il commence à monter. Il n'a pas à syncer de projet, il n'a pas à importer rien, il est prêt à travailler. Lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il fait un save as, il renomme son projet offline, et ensuite, on ajoute à la suite de offline un chiffre 01, 02, 03, 04, 05 étant les versions, parce que ce que je me tenais vraiment de dire, c'est, puis je vous le dis à vous aussi, le mot final, ça n'existe pas en montage, je pense. C'est jamais final. Un topo est jamais final. Fait que si vous commencez à mettre version finale, puis là, vous avez une correction finale, 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 finale avec des étoiles, puis là, à un moment donné, c'est quoi la version finale? On ne le sait plus. Fait que, en gros, on essaie d'éliminer le mot final de notre nomenclature de projet, de séquence, de movie, de n'importe quoi. Puis on y va avec des versions. Version 1, 2, 3, 4, 5. Quand on rentre dans un dossier, tu prends le plus gros chiffre, that's it. Puis à côté, les initiales du monteur pour la simple et unique raison pour savoir qui est le dernier qui a travaillé dans son projet. Vu que tout le monde est en réseau puis que tout le monde est capable d'aller piquer, corriger ou faire des modifications dans le projet. On veut savoir c'est qui le dernier qui a passé dans le projet pour pas qu'on se mette à appeler tout le monde à 3 heures du matin. « Hey, c'est-tu toi qui as monté le topo SPA? » « Non, c'est pas moi. »« Ah, excuse-moi de t'avoir réveillé. » Fait qu'à un moment donné, on sait c'est qui le dernier qui a passé dans le topo, puis aussi pour savoir c'est qui a effacé l'ouverture du show. Fait que... Hein? Non. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, en gros, c'était la nomenclature des projets. Puis les assistants s'assuraient de toujours mettre toutes les salles égales, toutes les salles pareilles, et que tout le monde ait tous les mêmes médias, que tout le monde ait tout le même packaging, qu'il n'y ait jamais rien qui change. Puis aussi, on avait... qu'est-ce qu'on avait? Je m'en vais mettre à la porte. Ah, d'accord. Mettez-moi à porte. C'est quoi ça, procédure des assistants? Non, c'était pas dans ça. Mais en gros, c'était... j'ai une liste de procédures là, parce que on avait des assistants qui n'avaient pas nécessairement toute la même expérience, fait que comment blacker un tape, pour justement que tout le monde travaille de la même façon puis qu'on n'ait jamais rien de différent. Puis aussi comment la structure dans nos disques durs, toujours avoir le moins de folders possible dans un disque. Tu ouvres un disque, tu as un folder média, il y a tes médias. Tu as un folder projet, il y a tes projets. Tu as un folder packaging, il y a ton packaging. Tu as un folder movie, il y a tes movies. Puis tu as un scratch parce que Final Cut veut absolument avoir un scratch pour mettre ses renders dedans. Mais that's it. Quand tu rentres, il y a toujours le moins de choses possibles pour justement pas qu'on se perde, puis qu'on cherche, puis qu'un tel appelle ça de même, puis un autre appelle ça comme ça. Fait que c'est vraiment... Y a-tu d'autres questions? Hein? Ben, gars, moi, je vais juste... Je vais vous le prêter après. D'accord.
D'accord. Alors, ben écoute, merci beaucoup David. De rien. C'était super cool d'être venu. Il sera présent dans la salle après la fin de la présentation pour pouvoir signer les autographes, répondre à vos questions.